Ah, c'est visible? OK. Ah. Azra est là, bienvenue Azra. OK. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La planification stratégique et opérationnelle des projets. Donc, ce séminaire se tournera autour du concept de la planification stratégique, les outils de planification stratégique, la planification opérationnelle et enfin les outils de planification opérationnelle et plan d'action. Tout cela avec Dr Nadia Labidi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Nadia. Dr Nadia, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. OK, merci Malak. Bienvenue aux chers apprenants. Alors, je vais, voilà, afficher de nouveau donc le titre. Donc, le titre, c'est planification stratégique et opérationnelle. Alors, du stratégique et à l'opérationnel, il y a tout un travail à faire. Et comment faire pour transformer la vision
qui se matérialise par l'élaboration, la mission plutôt et la vision de l'entreprise, surtout la vision qui va se matérialiser par l'élaboration d'une stratégie et comment on va appliquer cette stratégie. Il y a des outils pour élaborer la planification stratégique. Il y a aussi des outils pour planifier tout ce qui est opérationnel. Et en fin du compte, l'objectif, c'est de réaliser les projets qui vont permettre à l'entreprise d'atteindre ou d'exécuter, ou plutôt de réaliser la stratégie qui a été élaborée par le comité de direction. Donc, quel est l'objectif de la formation? C'est qu'en fin du compte, vous aurez une idée sur comment on conçoit une stratégie qui peut donner l'entreprise la possibilité d'être compétitive et avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Et comment formuler cette stratégie? Donc, il y a des outils qui vont aider l'entreprise à formuler cette stratégie et comment traduire ces stratégies en action. Et bien sûr, les actions seront faites sous forme de projet, de façon qu'on pourra appliquer des projets permettant à l'entreprise de réaliser ces stratégies. Donc, on va voir les parties suivantes. Donc, dans le document, les parties sont plus ou moins détaillées, mais je vais vous donner l'essentiel. Donc, d'abord, on commence par c'est quoi la planification? C'est quoi la planification stratégique? Quels sont les outils de planification stratégique? Et quelle est la planification opérationnelle? Et quels sont les outils de planification opérationnelle? Et bien sûr, comment élaborer un plan d'action donc sur terrain, bien sûr, et comment l'exécuter. Donc là, on parle du court terme. La planification stratégique, c'est le long terme. Généralement, les stratégies, leur durée est de 3, minimum 3, 5 plutôt, 5 ans. C'est le long terme. Et l'opérationnel, c'est bien sûr, c'est inférieur à une année. Donc, on pourra exécuter la stratégie à travers des courtes périodes ne dépassant pas une année. On ne peut pas réaliser toute la stratégie en un seul bloc. Donc là, donc la planification stratégique, comme je vous ai dit, donc elle concerne le long terme, ce que l'entreprise vise et ce qu'elle veut atteindre de 3 à 5 ans. Bien sûr, tient compte des objectifs de l'entreprise, de la réglementation des avancées technologiques. Donc il y a des contraintes. On ne peut pas fixer n'importe quelle stratégie. Donc, et on va voir quels sont les outils qui vont nous permettre d'avoir une idée sur ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas fixer n'importe quelle stratégie. Tactique, c'est un an, traduction en objectif du plan stratégique, et l'opérationnel, un plan détaillé. Donc, pour passer du stratégique à l'opérationnel, on doit passer par le tactique. Le tactique, c'est lui qui nous oriente dans le choix de tout ce qui est opérationnel. Donc là, je vais vous donner par la suite un exemple pour comprendre quelle est la différence entre la planification, les décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles. Alors, maintenant, on va commencer par la première partie qui est la planification. D'abord, il faut comprendre c'est quoi une planification, que ce soit stratégique ou opérationnelle. Donc, ce qui diffère ici, c'est le temps. Stratégique, c'est à long terme. Opérationnel, c'est à court terme. Mais il faut savoir c'est quoi une planification. Logiquement, vous avez une idée sur la signification de planification, donc juste un rappel. Et les projets. OK? Donc, la planification stratégique vise à exécuter des projets et l'objectif, comme je viens de le dire, c'est d'exécuter la stratégie. Donc, la planification, c'est un processus qui fixe pour un individu, une entreprise ou peu importe, après étude et réflexion. Donc là, pour planifier quelque chose, il faut faire des recherches
et comprendre la situation pour pouvoir planifier et avoir le maximum d'informations. Donc, après une étude et réflexion prospective, les objectifs à atteindre, les moyens nécessaires, les étapes de réalisation et les méthodes de suivi de celle-ci. Donc là, c'est quoi le plan? On a un objectif, on a un projet à faire qui a un objectif, qui répond à un besoin. Donc là, pour le réaliser, il y a des étapes à faire, à exécuter, il y a des ressources à utiliser et bien sûr, tout au long de la réalisation, il faut aussi faire le contrôle nécessaire. On ne va pas avancer sans suivre et contrôler le travail. Donc là, c'est la planification du début jusqu'à la fin du projet. Bien sûr, la planification, son application diffère, que ce soit on adopte les méthodes agiles ou les méthodes classiques prédictives. Vous l'avez déjà vu en management de projet. Donc, pour les méthodes prédictives, on fait la planification du début jusqu'à la fin en une seule fois. Donc, si vous avez une planification détaillée du début jusqu'à la fin du projet, sachez que c'est là, ils ont adopté la méthode prédictive. Si il y a des planifications en morceaux ou en parties, donc là, on ne peut pas planifier tout le travail dans les méthodes, si on adopte les méthodes agiles. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de faire des changements. Donc la planification se fait sur des parties et non pas sur la totalité du projet. On n'a pas les visibilités jusqu'à la fin du projet parce qu'il y a les changements probables. Donc si vous avez plusieurs planifications, c'est comme si on a plusieurs planifications prédictives, mais sur des parties du projet. Donc là, certainement, ils ont adopté la méthode agile. Mais en fin du compte, peu importe l'axe du temps, la planification, c'est la prévision de ce qu'on va faire et ce qu'on va réaliser pour atteindre un objectif. Donc la planification consiste à concevoir alors un futur désiré et les moyens d'y parvenir, ce qu'on veut atteindre et quelles sont les ressources à utiliser et comment organiser le travail tout au long de l'axe du temps, c'est-à-dire jusqu'à la livraison du produit ou du service. En fin du compte, pourquoi planifier? Donc, on planifie pour atteindre l'objectif parce que si on ne fait pas des planifications, ce qui est sûr, on va dévier. On planifie d'abord pourquoi? Parce que première chose à faire dans la planification, c'est de comprendre c'est quoi le problème. Donc, comprendre clairement ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs de développement de manière générale. On fait des projets pour se développer. Donc, la planification guide dans la priorisation et la prise de décision. Donc là, il faut comprendre il s'agit de quoi, comment on va opérer côté technique et bien sûr, on va découper le travail et déterminer les ressources nécessaires et on va les étaler dans le temps. Et bien sûr, on commence toujours par les parties les plus urgentes. Donc, c'est pour ça qu'on a dit dans la prioritisation et la prise des décisions. Donc, on prend la décision de faire la tâche 1 avant la tâche 2, par exemple. C'est des décisions. On décide d'utiliser telle ressource et pas l'autre, que ce soit humaine ou matérielle. Permet de consacrer des ressources peut-être limitées à des actions qui auront le meilleur bénéfice possible pour votre travail. Donc, on choisit bien sûr, on essaie d'optimiser les ressources, certainement ayant le minimum de coûts, mais qui sont adéquates à la tâche. C'est des décisions, tout ça. Permet de garder contact avec le contexte dans lequel vous travaillez, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale ou locale, et on va comprendre pourquoi par la suite, lorsqu'on va présenter les outils de la planification stratégique. Constitue un outil pour vous aider à communiquer vos intentions aux autres. C'est normal. On va présenter ce qu'on va faire. Donc, c'est un moyen de communication. On va présenter un document présentant notre travail à élaborer parce que c'est dans le futur. Donc, c'est une planification qui va être exécutée dans le futur, ce qu'on envisage de faire. Peut-être, s'il y a des suggestions, on peut les prendre en considération. Constitue un guide cohérent pour la mise en œuvre de la planification au jour au jour. Bien sûr, au jour, on va toujours se référer à ce qui a été planifié. Bien sûr, s'il y a une déviation, on saura. Donc c'est pour ça, il faut planifier pour que les choses soient claires,
que le travail à faire sera communiqué et le plus important, c'est que c'est une référence pour voir est-ce que on est en train d'avancer dans le bon chemin ou non. Bon, quand planifier, c'est tout à fait normal, c'est au début. OK, donc avant de commencer quelque chose, c'est normal, il faut collecter le maximum d'informations, que ce soit interne ou externe. Et bien sûr, une fois ce qu'on va faire est clair, c'est-à-dire le choix de la solution ou le projet est bien déterminé, c'est à ce moment-là qu'on va planifier le travail à réaliser par la suite. Donc, généralement, une planification stratégique complète devrait probablement être réalisée tous les 3 à 5 ans. C'est pour ça parce que c'est dans le long terme. À moins que l'environnement dans lequel vous travaillez se modifie rapidement et de manière radicale. À ce moment-là, on peut faire une planification stratégique qui est inférieure à 5 ans. Tout dépend de la stabilité du marché. Donc là, la planification stratégique, certainement, doit, donc un plan stratégique vous définit comment l'entreprise énumère les mesures concrètes pour atteindre les objectifs. Donc là, il y a une stratégie. Donc certainement, il y a des objectifs, un objectif global ou des objectifs principaux. Et lorsque les imprévus surviennent, ce plan vous aide à survivre. Donc, s'il y a des imprévus, on a déjà quelque chose à atteindre. On pourra quand même terminer notre chemin en essayant de trouver des solutions. Au moins on a une orientation. Vous aide à survivre et à trouver de nouvelles occasions tout en restant fidèle à vos valeurs et votre mission. Par exemple, une entreprise, sa mission est d'offrir des services de télécommunication. C'est ça sa mission. Sa vision, c'est d'être, par exemple, le leader dans le marché qu'elle pourra atteindre, disons, dans 7 ans. Donc la stratégie, elle est élaborée sur une période de 7 ans. Donc quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est d'avoir une part de marché telle, c'est, je ne sais pas, d'avoir un nouveau, de nouveaux marchés, par exemple. C'est les objectifs qui, donc généralement les objectifs, je ne sais pas si vous le savez, doivent être SMART. On va les voir par la suite: spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps. Donc, toujours, les objectifs doivent être SMART. Donc, c'est les objectifs à atteindre qui vont nous permettre de réaliser et de réaliser cette stratégie. Donc c'est ça, donc la planification stratégique, c'est ce qu'on va faire dans une période en moyenne de 5 ans. Ce qu'on veut atteindre dans 5 ans. Une période, qui dépasse une année, généralement en moyenne de 5 ans. Donc là, la planification opérationnelle, c'est comment décliner les objectifs et la planification stratégique à court terme en planification et action opérationnelle. Donc la planification opérationnelle est le processus qui consiste à lier les buts et objectifs stratégiques avec les buts et objectifs tactiques d'abord. OK? Elle décrit les étapes clés, les budgets et les conditions de la réussite et précise la manière dont différentes parties d'un plan stratégique seront mises en action au cours d'une période donnée. Donc, il y a des décisions tactiques qui vont permettre le passage à l'opérationnel. Donc, deux aspects de la planification opérationnelle sont particulièrement pertinents pour atteindre de l'efficience. C'est l'information financière et l'affectation du personnel. OK, donc je vais expliquer. Donc là, je vais vous donner un exemple pour comprendre. Donc, par exemple, l'entreprise veut offrir un produit de meilleure qualité. C'est ça son objectif. Donc, donc c'est la stratégie. Donc là, gardons le même exemple. C'est de tout à l'heure, c'est d'être le leader sur le marché. Donc, les objectifs, c'est d'avoir la meilleure qualité dans 5 ans
c'est d'avoir le chiffre d'affaires le plus élevé dans 5 ans, disons heu, on peut donner un montant approximatif. C'est d'avoir une part de marché la plus importante, donc par rapport aux concurrents. Donc c'est des objectifs stratégiques. Pour les exécuter, donc pour les exécuter, d'abord, il faut travailler sur la qualité, principalement et la satisfaction des clients. Pour réaliser ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur la qualité ou plutôt les compétences des employés. Donc là, il faut avoir une information sur ce qu'on a en interne. Donc les informations financières, c'est-à-dire la capacité financière de l'entreprise à financer les projets. Et l'affectation du personnel. Est-ce qu'on a les employés nécessaires pour réaliser ces stratégies ou non? Si on n'a pas, donc il y a les décisions tactiques. Si on n'a pas, par exemple, le personnel qualifié. Donc il y a les décisions tactiques à prendre sont 2 pour le moment. Soit des formations pour améliorer leurs compétences, soit un nouveau recrutement. Donc, il y a tout un travail à faire et c'est 2 projets différents. Lors de l'exécution, si on est dans le cadre, on a choisi de faire des formations pour améliorer la compétence, donc il y a des projets pour la planification, la planification des ateliers de formation. Donc c'est tout un process. Donc, quelles sont les thématiques? Quel est le besoin en termes de compétences? Quelles sont les formations à réaliser? Et ainsi de suite. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour payer les formateurs? Et ainsi de suite. Et si on va recruter, donc là, il faut déterminer la grille, contenant les critères nécessaires pour faire le recrutement et faire une campagne de recrutement et bien sûr, il y a du temps alloué pour passer les entretiens. Donc c'est 2 décisions différentes nécessitant 2 comment dirais-je? 2 projets différents et des ressources financières et logistiques différentes. Donc là, la décision ou les objectifs tactiques, plutôt là, les décisions tactiques vont nous permettre de passer de la stratégie à l'opérationnel. Et bien sûr, en fin du compte, une fois on a des employés plus compétents, certainement on va offrir des produits-services de qualité et on va atteindre nos objectifs et exécuter notre stratégie. Mais il n'y a pas seulement que les compétences aussi, est-ce qu'on a les ressources techniques nécessaires? Si oui, OK. Sinon, on a 2 solutions. Soit louer, on peut louer ou, par exemple, ou sous-traiter. Les parties qu'on ne possède pas, on peut la sous-traiter ou acheter des équipements. Donc aussi, c'est 3 décisions tactiques différentes. Et bien sûr, les décisions tactiques qui seront prises et exécutées à court terme, donc pour les prendre, ces décisions-là, il faut voir quel est le pour et le contre. OK? Si les avantages de n'importe quelle décision dépassent les, inconvénients, donc on va l'adopter. Alors, on passe maintenant, j'ai expliqué donc, tout ça. Donc la planification tactique consiste à diviser les objectifs généraux en, tâches réalisables et activités à court terme, que vous pouvez programmer dans votre calendrier. Mais ces tâches réalisables et ces activités seront déterminées une fois on a pris la décision tactique parce qu'il y a des projets différents qui diffèrent d'une décision à une autre. Donc le cadre stratégique, donc, d'une organisation, donc c'est l'exposé de 3 éléments: la vision, les valeurs et l'objectif général. Donc l'entreprise doit avoir une vision, OK? Ce qu'elle veut réaliser. Les valeurs partagées au sein de l'entreprise. OK, quelles sont les valeurs? Quelles
comment il voit les choses, donc est-ce qu'il y a le partage, il y en a pas? Pas mal de valeurs à partager, il faut que ça soit uni et les meilleures valeurs qui vont améliorer l'environnement de travail. Et bien sûr, il y a un objectif, donc si on a une vision, certainement, il y a un objectif à atteindre. Donc c'est les 3 éléments qui constituent le cadre stratégique. Donc certainement, l'entreprise a une mission, ce qu'elle est censée faire. OK? La raison d'être, une entreprise qui offre des services de télécom, par exemple, c'est sa mission. La vision, ce qu'elle veut réaliser à long terme. OK? Décrit la situation que vous souhaitez pour votre entreprise au cours des prochaines années. Donc le point à atteindre. Donc les valeurs d'une entreprise sont les principaux moraux, sociaux sur lesquels elle se base pour évoluer et prendre des décisions stratégiques. Il faut que ça soit uni. On a les mêmes valeurs. Donc, les valeurs de l'entreprise reflètent la vision de son dirigeant. Est-ce qu'on se base sur le partage, sur le travail participatif et collaboratif? Donc, c'est des valeurs à partager pour faciliter le travail. Et tout dépend de la nature du travail et du profil du dirigeant. Comme je vous ai dit, que le projet doit être smart, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Donc, des exemples d'objectifs, par exemple, du 10 janvier 2020 jusqu'au 10 janvier 2021, je planifie de prendre 10 kilos de muscles sans manger de viande. Donc là, c'est spécifique, donc c'est la prise du poids. Mesurable, voilà, donc 10 kilos. Atteignable, c'est possible parce qu'on a dit qu'on va prendre 10 kilos, donc on peut l'atteindre bien sûr en mangeant de viande. Réaliste, on n'a pas dit dans un mois, donc c'est réaliste. Et limité dans le temps, on a dit que c'est dans une année. Donc, lorsque vous fixez dorénavant des objectifs, donc essayez de réfléchir. Est-ce que c'est un objectif SMART ou non? Si ce n'est pas un objectif SMART, vous aurez du mal à faire les évaluations par la suite. Parce qu'il y a l'objectif n'est pas clair et on pourra trouver des failles. Par exemple, on vous dit, si on a formulé l'objectif, donc on veut prendre du poids, 10 kilos tout simplement. Lorsqu'on va faire les évaluations, on a pris du poids ou non, mais vous n'avez pas précisé quand. Donc là, on ne pourra pas évaluer l'objectif parce qu'il n'est pas bien spécifié. Donc si après une année, on revient, on dit: «Alors, qu'est-ce que vous avez fait?» Mais vous n'avez pas précisé que c'est dans un an, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, 1 mois, ce n'est pas, bien spécifié. Donc là, on n'est pas, redevable de résultats parce qu'on n'a pas bien spécifié l'objectif. Et si on dit par exemple: «On va prendre du poids dans un an», mais vous n'avez pas aussi mesuré, donc c'est 10 kilos. Par exemple, la manière de le réaliser, donc sans manger de viande. Donc là, il vous dit donc vous n'avez pas précisé: «Je peux, manger n'importe quoi». Donc là, il faut que les choses soient claires pour savoir évaluer par la suite. Donc, c'est quoi un projet? Donc, le projet, c'est une solution qui répond à un besoin ou résout un problème. Donc, le projet, il est unique. 2 personnes peuvent faire, le même projet, mais différemment parce qu'ils vont voir les choses différemment. Ils vont utiliser des ressources différentes, dans des espaces différents. Donc là, chaque projet est unique. Même l'idée est la même, mais c'est un projet unique. Heu, Chaque projet, il a un objectif, il est limité dans le temps et il se base sur des ressources. C'est la définition d'un projet. Parce que pour réaliser notre stratégie, certainement, une fois on a pris la décision tactique, on va se lancer dans des projets pour, réaliser ces décisions-là, exécuter ces décisions-là. Donc là, on va opérer par projet. Donc chaque projet, il a 3 contraintes: coût, délai, qualité. Donc il faut les respecter. On a un coût à ne pas dépasser, on a un délai à ne pas dépasser, on a une qualité à respecter. Donc on ne va pas livrer un produit ou service de surqualité ou de sous-qualité. Donc la qualité demandée.
Sur qualité, par exemple, ils ont demandé 2 fonctionnalités et on va leur offrir 3. Donc là, ils n'ont pas besoin de la troisième. Ou par exemple, ils ont demandé 2 fonctionnalités, on a livré 1. Donc c'est la sous-qualité. Donc il faut se limiter aux besoins, ni plus ni moins. Donc les outils de planification, stratégique. Donc là, vous avez déjà vu, les outils, certainement, Pestel et les 5 forces de Porter. Donc c'est les principaux outils de l'analyse de l'environnement externe et l'environnement interne, surtout, il est utilisé en se basant sur la chaîne de valeur. Donc on va voir la chaîne de valeur, Pestel et Porter. Donc je vais, mettre le point juste sur ces outils les plus importants. Bon, même les autres sont importants, mais c'est les outils, comment dirais-je, de base. Donc ensuite, il y a SWOT, vous l'avez déjà vu. Une description des objectifs de votre entreprise et des projets pour les atteindre. Donc on passe du stratégique à l'opérationnel et le plan d'action généralement, de 12 mois, donc c'est le court terme. Comment on va, opérer et quelles sont les actions à faire qui sont planifiées dans le temps et certains plans, comprennent également des détails sur la façon dont la mise en œuvre sera surveillée et évaluée. C'est normal, on ne peut pas, exécuter le travail sans, contrôle et bien sûr, le contrôle et l'évaluation, toujours en faisant la, comparaison entre ce qui est réalisé et ce qui a été planifié. Donc c'est quoi la chaîne de valeur? Donc la chaîne de valeur, donc elle est introduite par Michel Porter comme le modèle de 5 forces les 5 forces, c'est-à-dire l'analyse de la concurrence. Donc ces 2 modèles sont élaborés par Michel Porter. Donc il définit l'entreprise comme un enchaînement d'activités transformant les inputs en outputs. Donc la chaîne de valeur analyse les différentes activités d'une entreprise. Elle permet de voir comment chaque activité contribue à l'obtention d'un avantage compétitif et la création de valeur. Donc là, c'est ça la chaîne de valeur. Donc là, au sein de l'entreprise, on a plusieurs produits et plusieurs services. Donc on va élaborer la chaîne de valeur pour chaque produit et pour chaque service. On va présenter quelles sont les activités principales. Par exemple, la logistique, l'approvisionnement, par la suite la fabrication à la production, par la suite la logistique de commercialisation, le marketing et le vente jusqu'à l'élaboration, c'est-à-dire l'offre du service, c'est-à-dire la, la livraison au client. Donc là, tout ce process doit être bien précis, comment ça se fait pour chaque produit et chaque service. Donc c'est la chaîne de valeur. Et donc là, c'est les activités principales pour livrer le produit ou le service. Et ensuite, en haut, quelles sont les activités de soutien? On a besoin du service approvisionnement pour les achats. Donc, est-ce qu'on a le nécessaire ou non? On a besoin de recherche et développement pour améliorer, par exemple, les techniques de construction, de fabrication. La gestion des ressources humaines pour toutes les activités, parce que dans toutes les activités, on a besoin de profils différents. Est-ce qu'on a ou non? Et l'infrastructure, donc c'est l'infrastructure de l'entreprise. Donc on a pris juste exemple de 3 supports, 3 départements, 3 services. Donc si quelque chose manque, donc là c'est un point faible. On n'a pas les compétences nécessaires pour la commercialisation, par exemple. On n'a pas les ressources nécessaires pour la fabrication. On n'a pas les moyens pour acheter, OK, tous les approvisionnements. Donc c'est un point faible. Donc là, si on a, par exemple, les compétences nécessaires pour faire toutes les activités, donc c'est un point fort. Et la marge de gain, bien sûr, une fois on a vendu le produit ou le service, donc on va générer la marge de gain. Donc là, cette chaîne de valeur aide à bien déterminer quels sont les points faibles et les points forts en interne. Et ces points-là qu'on va les énumérer ou les mettre dans l'analyse SWOT.
Donc là, je vais passer donc par la suite, on va passer à l'analyse de l'environnement externe. Donc interne, principalement, c'est la chaîne de valeur. Principalement, mais il y en a d'autres, ressources ou d'autres outils. Pour l'environnement externe, il y a principalement de Pestel et Porter. Donc Pestel, c'est une analyse de l'environnement de l'entreprise, de l'environnement externe. Tout ce qui est politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. Est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent positivement l'activité de l'entreprise? Donc, c'est une opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire une opportunité? On peut en profiter et tirer de l'argent. Ok. Par exemple, il y a une augmentation de la natalité et l'entreprise, elle produit des produits pour les nourrissons. Dans ce cas, elle pourra vendre plus. Donc là, elle va faire de la prospection et elle va se lancer dans un autre marché ou augmenter la production parce qu'il y a de la clientèle. Donc c'est une opportunité, information collectée de l'environnement externe qui représente une opportunité pour l'entreprise. Par exemple, une opportunité négative. Il y a, par exemple, une information politique. Par exemple, on est en train d'exporter vers un pays bien déterminé, mais pour des conditions bien déterminées, il y a des décisions politiques et on ne va pas avoir des relations avec ce pays-là. Donc là, c'est une menace. Donc là, ça va réduire nos ventes. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver une solution pour s'en sortir. C'est clair? Logiquement, vous avez vu Pestel, que ce soit dans le management d'entreprise et même dans le management de projet. Donc je vais passer. Il y a aussi les 5 forces de Porter. Donc là, on est obligé d'étudier les 5 blocs pour avoir une idée sur la situation de la concurrence. Donc là, la concurrence directe. Quels sont les concurrents directs? Qu'est-ce qu'ils offrent? Comment ils opèrent? Donc là, il faut toujours être prudent pour les concurrencer. Mais aussi, il y a les produits de substitution. Par exemple, un produit différent, mais qui satisfait des besoins qui sont satisfaits par notre produit ou service. Donc, il y a des besoins, de satisfaction de quelques besoins en commun. Mais le produit satisfait d'autres besoins et même le même cas pour notre produit. Mais il y a des besoins en commun qui sont satisfaits par les deux produits. Je donne l'exemple dans le temps, la disquette et le flash disk. Bon, le flash disk, il a plus de capacité, mais à un certain moment, il permet de stocker les informations. Donc, il y a un besoin qui est commun par rapport à la disquette et le flash disk. Maintenant, on ne parle plus de disquette, donc il n'y a que le flash disk. Et peut-être dans une période proche, on pourra ne pas entendre parler de flash disk, il y aura un autre outil pour stocker les informations. Donc là, il faut prendre en considération de ces produits-là parce que c'est des concurrents, ils peuvent réduire notre part de marché. Et aussi les nouveaux entrants. Donc les nouveaux entrants, c'est les concurrents potentiels qui peuvent se lancer sur le marché. Donc là, s'il n'y a pas de barrière qui les bloque, donc on pourra chaque jour avoir des concurrents. Donc les barrières peuvent être par exemple psychologiques. Donc les utilisateurs sont habitués à un produit bien déterminé. Donc psychologiquement, ils sont habitués à ce produit. Donc un nouveau produit, ce n'est pas évident de l'accepter. Donc il y a un blocage psychologique plutôt culturel. C'est côté habitude. OK? Bon, il peut y avoir un blocage financier, par exemple le secteur de l'immobilier. Donc, on ne peut accéder à ce secteur qu'une fois on a un fonds très, très, très important. Donc, il y a un blocage financier. Peut-être il y a un blocage environnemental. Donc, il faut des critères bien déterminés pour sauvegarder la nature et tout ce qui est écologique. Donc, ce n'est pas évident de vérifier ces critères. Donc, il y a aussi donc là un critère plutôt réglementaire. Donc là, s'il y a des barrières, donc on ne peut pas avoir tous les jours des concurrents. S'il n'y a pas des barrières, donc tous les jours, on peut avoir des concurrents. Donc là, il faut prendre ceci en considération
et se préparer à faire face à ses concurrents. Et maintenant, le pouvoir de négociation avec les fournisseurs et les clients. Qui est en position de force, moi ou le client ou le fournisseur? Si je suis monopole, donc là, le client n'a pas le choix, il n'a pas d'autre entreprise qui lui donne le produit ou le service, qui lui fournit plutôt. Donc là, je suis en position de force, je vais choisir les délais qui me conviennent et les contrats qui me conviennent. Si c'est l'inverse, il y a des concurrents, donc là, je suis en position de force et je dois être souple avec le client. Même chose avec les fournisseurs. Donc là, il faut les prendre en considération parce que toutes ces informations-là vont influencer mes décisions. Et bien sûr, je vais collecter des informations concernant l'environnement externe, clients, fournisseurs, les concurrents directs, indirects, les concurrents potentiels. Donc tout ça, je dois le prendre en considération pour prendre les bonnes décisions afin d'être compétitif et assurer la pérennité de l'entreprise. L'analyse SWOT. Donc l'analyse SWOT, il y a 4 blocs. Il y a les forces et les faiblesses, comme je vous ai dit, c'est en interne. Ce que l'entreprise a comme force, elle veut en profiter, et quelles sont les faiblesses, et elle doit trouver des solutions. Elle n'a pas les compétences nécessaires. Pour les opportunités et les menaces, où elle a les compétences nécessaires. Donc, les compétences peuvent être soit un point de force, soit un point de faiblesse. Les compétences des employés. Et les opportunités et les menaces, je vous ai dit tout à l'heure des exemples concernant la natalité, l'information qui représente une opportunité pour l'entreprise, ou, les relations internationales qui peuvent présenter une menace. Donc là, en fin du compte, c'est les informations, les forces et les faiblesses se basent sur les informations internes et les opportunités et les menaces se basent sur les informations externes qu'on peut les avoir à partir de l'analyse Pestel et de Porter, alors que les forces et les faiblesses, on les tire de la chaîne de valeur. Bon, il y a d'autres outils, mais principalement là, je parle de la chaîne de valeur. Donc là, l'analyse SWOT va aider l'entreprise à prendre la bonne décision. Donc là, on n'a pas les compétences nécessaires. Donc là, on va faire une série de formations ou recruter les compétences. Donc ça va nous orienter dans les décisions à adopter. Donc il y a une opportunité. Donc on va se lancer dans une nouvelle chaîne de production. Il y a une augmentation potentielle, une augmentation de la demande potentielle. Donc les menaces, donc là, je suis obligée de chercher un autre marché, de travailler plus sur le marketing pour avoir de nouveaux clientèles, peut-être diversifier, OK? Donc cette menace-là qui peut réduire, donc je suis obligée de trouver une solution pour, de réduire plutôt mon activité, donc je suis obligée de trouver une solution pour m'en sortir. Donc la SWOT qui se base sur l'analyse, Pestel, l'analyse, de 5 forces de Porter et aussi la chaîne de valeur va me permettre d'élaborer l'analyse de, l'évaluation stratégique qui est SWOT. Donc maintenant, on va passer donc une fois on a pris les décisions tactiques, on va passer à tout ce qui est opérationnel. Donc pour exécuter les projets à court terme, donc d'abord, il faut, c'est donc là, un moment. Donc là, il faut faire participer l'équipe. Donc pour exécuter le projet, il y a certainement un chef de projet ainsi que les membres de l'équipe. Donc il faut énumérer les détails de chaque mesure. Donc il y a des tâches. Donc là, l'échéancier des tâches, c'est, on va les présenter à travers le diagramme de Gantt. Donc on va découper le travail et le planifier. On va affecter les responsabilités, c'est la matrice RACI qui fait quoi? On va affecter les ressources une fois on a découpé le travail à travers le diagramme de Gantt. On va instaurer
un diagramme de suivi et d'évaluation et comparaison du réalisé au prévisionnel à travers le tableau de bord. On va communiquer un plan, ce qui est sûr de ce qu'on envisage de faire, et on va entretenir un plan agile s'il y a la probabilité de changement entre-temps. Donc le client peut changer ses besoins. Sinon, on va adopter les méthodes prédictives. Donc là, je vais présenter principalement Gantt, RACI et tableau de bord. Donc c'est les outils que je vais les outils euh, qui nous permettent d'exécuter les projets au niveau opérationnel. Donc là, dans n'importe quel projet au début, on n'a pas assez d'informations. Donc là, on tâtonne, donc on a la capacité d'action. Une fois, avec le temps, on a plus d'informations et maintenant, on connaît bien le projet. Donc, avec l'avancement et le fait qu'on a plus d'informations, on n'a plus le temps de changer. OK? Donc, changement en inverse. Donc là, les connaissances, c'est peu et on peut faire des changements, c'est acceptable. On est encore au début. Mais par la suite, une fois on maîtrise les situations, donc les changements doivent être bien étudiés parce que les choses sont plus claires. Donc, les facteurs clés du succès d'un projet, donc là, il n'y a pas un facteur bien déterminé du début jusqu'à la fin. La spécification du besoin, c'est le démarrage. Savoir découper, savoir affecter les ressources, savoir affecter, planifier dans le temps, c'est-à-dire organiser les tâches, savoir engager les membres de l'équipe ainsi que les dirigeants, savoir choisir les ressources humaines surtout, affecter les responsabilités, contrôler, faire le suivi, le contrôle. Donc tout ça est important. Donc du début jusqu'à la fin, donc tout est important. Mais bien sûr, le départ, il faut que ça soit sur de bonnes bases. Il faut bien comprendre le besoin parce que généralement, le client, soit il ne sait pas s'exprimer, soit il ne sait pas très bien ce qu'il a comme problème. Donc, c'est bien de prendre notre temps pour bien comprendre quel est le besoin pour que la solution à proposer soit la bonne et qui pourra satisfaire ce besoin. Donc là, le processus de management de projet, certainement, il y a le démarrage. On comprend il s'agit de quoi, on planifie, on exécute ce qui a été planifié et le contrôle, c'est comparer l'exécution à la planification. Donc, s'il y a un problème d'exécution, on va revenir et rectifier. S'il y a un problème de planification, on va replanifier et réexécuter et contrôler de nouveau. Donc, cette boucle ne se termine qu'une fois tout est bon et bien sûr, une fois le travail est terminé, on clôture le projet. Donc, les outils de planification. Donc, première chose à faire, c'est découper le travail. Donc là, on a un projet de gestion de valeur mobilière, donc utilisé dans les bourses. Donc là, on a besoin de 4 blocs, 4 activités ou 4 blocs. Donc c'est le premier découpage, c'est le découpage structurel. C'est-à-dire que pour avoir cette plateforme-là, il faut, ou ce projet-là, ou cette solution-là, il faut d'abord une partie qui traite les valeurs, une partie qui traite l'ordre de bourse et une partie qui traite la comptabilité. Une fois on les combine, on aura notre projet. Donc, c'est un découpage structurel, c'est-à-dire on se base sur la nature du produit. Donc, pour qu'il soit prêt, quelles sont les composantes nécessaires pour l'avoir? Et temporel, donc là, dans le temps, on va en plus, chaque partie la découper, chaque sous-projet, donc disons c'est des sous-projets, on va les découper. Donc, il y a un découpage aussi structurel, mais qui est étalé dans le temps, c'est temporel. Donc, d'abord, il faut une conception de base, par la suite, le développement de base de valeur et le test enfin. Donc, il y a pour découper, il faut savoir découper, comprendre il s'agit de quoi, comprendre d'abord les blocs, les principaux blocs
Une fois réunis, on aura le produit ou le service. Et par la suite, chacun pour le réaliser, il faut le découper aussi. On ne peut pas les réaliser en totalité. Donc, il y a deux types de découpage pour avoir ce qu'on appelle le work breakdown structure, le découpage du produit. Donc, c'est work breakdown structure, donc la structure de découpage par du produit. Donc là, ce qu'on appelle les work packages ou les activités ou les sous-projets, une fois réunis, on a le produit. Chacun a un objectif. Et bien sûr, on va les diviser en tâches et les tâches en sous-tâches et ainsi de suite. Et on ne s'arrête qu'une fois on ne peut plus diviser le travail. Donc, c'est des niveaux. Tout dépend de la complexité du produit, du projet. Plus il est compliqué, plus on divise plus. Donc, ce tableau est la base. Une fois on sait qu'est-ce qu'on va faire, quel est le produit ou le service, on doit avoir les connaissances nécessaires pour comprendre comment il se réalise, comment il est composé, pour savoir le décomposer et déterminer les différentes tâches et leur affecter les ressources et faire l'ordonnancement nécessaire pour les réaliser. Donc, c'est la base. Donc là, par la suite, la matrice RACI. Donc, la matrice RACI, c'est Responsible, Accountable, Consulted ou Informed. Pour chaque tâche, on a certainement quelqu'un qui réalise la tâche, c'est le responsable. Et on a accountable, celui qui valide, qui approuve la tâche, qui le contrôle. Donc généralement, c'est son supérieur. Et quelqu'un qui est consulté. Je consulte qui? Personne qui va être consultée dans l'exécution de la tâche. Donc, si j'ai besoin d'une information, je dois consulter quelle personne? Celui qui doit être informé, donc personne qui sera informée lorsque la tâche est finie, peut-être parce que sa tâche commence juste après. Donc là, dans chaque tâche, je dois remplir un tableau et pour chaque tâche, je dois présenter qui est le responsable, qui exécute, qui est accountable, qui valide, qui doit être informé, qui doit être consulté. Donc généralement, je peux avoir plusieurs responsables, plusieurs informés, plusieurs consultés, mais un seul qui valide. Donc généralement, pour chaque tâche, il y a un seul responsable qui valide. Le accountable, je m'excuse. Le accountable, c'est le responsable, celui qui valide. Donc, c'est bien d'élaborer la matrice RACI pour que lorsqu'on va évaluer le travail, on saura qui est responsable. Donc, sinon, chacun va jeter l'erreur sur l'autre pour s'en sortir. Mais de cette façon, si on fait une faute, donc on assume notre responsabilité, on corrige. Après tout, l'objectif, ce n'est pas la punition. Mais celui qui est responsable, c'est lui qui se charge de corriger. Tout simplement, c'est la responsabilité. Donc là, bien sûr, une fois on a découpé les tâches, il faut estimer la charge de travail et la durée de chacune pour budgétiser le projet. C'est normal. Et bien sûr, une fois on a déterminé ce tableau-là, WBS, Work Breakdown Structure, on a découpé le travail, on va élaborer le diagramme de Gantt. On a besoin d'abord des tâches qui ont été déjà déterminées dans le tableau. Et les jalons, c'est les points de contrôle. Quand est-ce qu'on évalue? Donc, les points d'évaluation. Identifier les interactions entre les différentes relations pour bien présenter cet enchaînement. Il faut déterminer les prédécesseurs et les successeurs de chaque tâche. Et l'affectation des ressources. Donc, une fois on a déterminé ces 4 points, donc on aura le diagramme de Gantt. Donc, il permet de planifier, de présenter une présentation visuelle de la planification du travail, donc ce qu'on envisage de faire et les ressources nécessaires et bien sûr l'enchaînement dans le temps. C'est un outil de planification, le diagramme de Gantt. Donc, ce qui est important aussi, c'est la grille d'analyse des risques. Au début du projet, on doit évaluer le risque. Est-ce que c'est un projet risqué ou non risqué? Et généralement, une fois on a de l'expérience, on peut énumérer quels sont les risques probables qu'on peut affronter. Et bon, il y a des risques imprévus, c'est lorsque ils se réalisent, c'est à ce moment-là qu'on essaiera de trouver une solution. Mais la grille d'analyse des risques aide à
gérer les risques probables. Donc là, cette grille présente d'abord une première partie, on identifie les dangers et les risques. Donc, est-ce que c'est opérationnel, technique, organisationnel? Ça dépend. Estimer les risques, quel est son impact, la gravité de son impact et quelles sont les solutions possibles. Donc ce tableau nous aide à gagner du temps et s'en sortir rapidement lorsque on affronte les risques. Et les solutions, c'est-à-dire si le risque aura lieu, quelle est la solution à adopter? Donc là, ça demande un budget. Par exemple, si l'outil ne fonctionne pas, on doit acheter un nouveau logiciel. Je donne un exemple. Donc, pour acheter ce logiciel qui est la solution, ça demande de l'argent. Donc, les solutions à proposer exigent des ressources. Donc là, il faut les mobiliser dès le début. C'est pour ça qu'on analyse les risques dès le début, parce qu'on a découpé les tâches, on a affecté les ressources et aussi, on va déterminer les points de contrôle, les points jalons que j'ai déjà présentés. Donc là, ça nécessite des ressources aussi. On a présenté des points de communication, ça nécessite aussi des ressources et aussi l'évaluation et la prévision portant sur les risques et bien sûr la proposition de solutions en cas de réalisation d'un risque bien déterminé, ça nécessite aussi des ressources. Donc, c'est à la fin de la planification qu'on budgétise le projet. On a bien planifié tout, les tâches, les ressources, les risques probables, la communication, le contrôle, tout est planifié parce que tout ça nécessite des ressources. En fin du compte, on va planifier le projet et donner un budget et déterminer un budget prévisionnel. Quoi d'autre? Le tableau de bord. En fin du compte, le tableau de bord. Donc, il y a des indicateurs. Je vais essayer d'agrandir, ce n'est pas très clair. Voilà, donc là, ce qu'on appelle des indicateurs KPI, c'est des indicateurs de performance. Par exemple, combien de tâches effectuées à une date bien déterminée? Quel est le nombre des ventes? Donc, c'est des indicateurs pour évaluer la performance du projet. OK? Donc, c'est un exemple de présentation d'indicateurs dans un tableau de bord et ça va nous permettre de suivre l'avancement du projet aussi. Donc, on a besoin de choisir les indicateurs qui nous permettent de bien suivre l'avancement et aussi d'analyser la performance de la réalisation du projet. Donc, ainsi, on a terminé la présentation. Donc, j'ai fait un balayage des outils, de la planification stratégique à l'opérationnel, passant par les décisions tactiques. J'espère que c'était clair. Et maintenant, j'attends vos questions. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, nous avons une question de Arkane. Bonjour, comment faire pour établir le diagramme de Gantt? J'espère que j'ai bien prononcé l'expression ou bien l'abréviation. Ou bien, quels sont Oui, les outils nécessaires pour établir ou construire le diagramme de Gantt? très bien. C'est le diagramme de Gantt, c'est ça. Donc, je reviens, le diagramme de Gantt, le voilà. Donc, c'est un outil très, très intéressant. Très, très intéressant, le diagramme de Gantt. Pour l'élaborer, première chose à faire, comme je l'ai dit, il faut déterminer WBS. Donc, il y a plusieurs logiciels qui peuvent le faire. Donc, personnellement, j'utilise Microsoft Project. Mais on a d'autres. Donc, cet outil informatique va vous faciliter la tâche parce qu'il faut insérer les informations. C'est à lui de gérer le diagramme de Gantt. Mais même par Excel, donc j'ai un document Excel, j'ai un diagramme de Gantt sur fichier Excel qui est dynamique. Donc, je vais le chercher. Si je le trouve, je vais l'envoyer à Madame Malak pour qu'elle vous l'envoie. OK?
Donc ça vous aide. Donc c'est, quand même, fichier Excel, c'est le minimum, mais ça fait l'affaire. Mais généralement, d'habitude, on utilise des logiciels. Donc première chose à faire, il faut comprendre c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Et on va le comprendre. Par exemple, on a un logiciel je donne un exemple, de un logiciel disons, commercial, OK? Donc, on doit avoir une base de données des articles, une application pour les facturations, et une interface. Donc 3 modules, je donne un exemple, 3 modules. Donc là, WP1, c'est le work package ou l'activité ou le sous-projet. Donc vous avez 3 parties, 3 activités, 3 sous-projets. Donc là, chacune a un objectif bien déterminé. Donc, la base de données est donc là pour, offrir toutes les informations, nécessaires, concernant les articles, la facturation pour savoir, donner les factures, pour donner les factures aux clients et l'interface pour faciliter, le surfing sur, la plateforme et faire les achats. Je donne un exemple. Donc par exemple, une plateforme de e-commerce. Donc là, chacune, donc pour la réaliser, doit être découpée en tâches et les tâches en sous-tâches, tant que les blocs sont importants. On ne s'arrête, même les sous-tâches pourront être divisées en sous-sous-tâches. Donc on ne s'arrête que lorsque le travail ne peut plus être découpé. Donc il y a des niveaux. Donc ces premières choses à faire, c'est on a décortiqué le travail, on l'a divisé jusqu'à la tâche la plus élémentaire. C'est à ce moment-là, on saura comment les choses se feront et on aura plus de visibilité et on saura affecter les ressources. Donc pour budgétiser un projet, on ne peut pas le budgétiser sans l'analyser. Il faut le découper et comprendre quelles sont les différentes tâches qui le composent et déterminer la ressource de chacune et par la suite budgétiser le projet de manière générale. Et bien sûr, faire les enchaînements. Quelle est la tâche qui se fait en parallèle, celles qui se font de manière successive, etc. Mais là, c'est le découpage. Dans WBS, juste le découpage. Par la suite, pour déterminer le diagramme de Gantt, il y a 4 étapes. D'abord, définir les étapes, chose qui était faite dans WBS, Work Breakdown Structure, c'est le découpage structurel du produit ou du service, et les points jalons, parce qu'il y a des points de contrôle pour évaluer. Donc, je ne peux pas faire le travail sans suivi, sans contrôle, pour voir est-ce que ce qui a été prévu est réalisé ou non. Et en cas d'écart, il y a un écart entre les deux, donc on doit trouver où se trouve le problème. Est-ce que c'est un problème de planification ou d'exécution? Et on corrige pour que les problèmes ne s'accumulent pas. Estimer bien sûr la durée des tâches, combien il lui faut, et identifier les interactions entre les différentes tâches, celles qui se font en parallèle, celles qui sont successives, et ainsi de suite. Et l'affectation des ressources, qui fait quoi? OK? Si on a besoin de ressources matérielles, physiques, peu importe, donc humaines, donc peu importe. Donc c'est de cette façon qu'on aura déterminé le diagramme de Gantt. Donc si on utilise un logiciel, une fois on a inséré toutes ces informations-là, donc je vais voir si j'ai un fichier de, Microsoft Project. Je vais vous le donc project, voilà, donc c'est un exemple. Donc là, j'utilise généralement Microsoft Project, OK? Je ne sais pas s'il y a un exemple, que j'ai travaillé avec mes étudiants, mais là, on va insérer les tâches, OK? Je donne un exemple, par exemple, heu, donc il y a le paramétrage d'abord, il y a donc il y a tout un travail à faire, mais bon, je vais être, très très bref parce que, pour travailler sur un master project, il faut du temps. Par exemple, on a, la tâche A, par exemple, la tâche, ici, un moment. Ah, le nom de la tâche, je m'excuse. OK. Donc, la tâche A, la tâche, B, la tâche C, la tâche D, par exemple.
Donc là, durée. Donc là, on a les tâches. Donc on a pu les déterminer en se basant sur WBS, le découpage. La durée, par exemple, un jour, 3 jours, 5, 4, 5. Début. Par exemple, on va commencer aujourd'hui, disons. Ça va prendre, voilà, vous voyez? Donc là, j'ai donné, je dois, donner la relation. Un moment. Voilà, les prédécesseurs. Par exemple, donc là, il faut les numéros, les codes. Donc là, la première tâche, elle est précédée par aucune. Donc B, elle est précédée par A, donc je vais mettre 1. Elle est précédée par A, donc le code c'est 1. C, par exemple, elle est précédée aussi par A. Et D, par exemple, elle est précédée par, les 2, donc B et C, donc c'est 2 et 3. 3. Ah, donc c'est point virgule, donc il y a des logiciels qui acceptent, voilà. Ah, voilà. Vous voyez, il a fait donc on a présenté toutes les informations, vous voyez? Les tâches, OK, les relations et la durée et la relation entre eux. Donc ça, c'est le diagramme de Gantt. Qu'est-ce qui reste? Il faut, insérer donc les ressources. Donc là, il faut un paramétrage. Je donne exemple. Donc un moment. Je sais pas. Les ressources, un moment. Je sais pas, il y a une colonne qui doit, s'afficher, mais qui ne s'affiche pas. Apparemment, je dois ajouter une colonne. Parfois, il faut ajouter, parfois on trouve, parfois non. Donc là, il y a il y a, juste un moment. Les ressources, voilà. Vous voyez? Généralement, il y a la colonne des ressources. Là, voilà, elle est cachée. Voilà. Donc les ressources, je fais par exemple, là, on a besoin donc la nature de ressources, disons, ressources humaines 1. On a besoin de combien? De 2 employés. OK. Donc vous voyez, on affecte les ressources. Là, heu, donc on peut utiliser la même ressource ou une autre, donc elle est déjà mémorisée. On peut utiliser, une autre ressource. Voilà. Ressource 2. Bon, par exemple, on a besoin d'un seul employé, c'est bon. Voilà, donc un seul. Là, voilà. Voilà, ils sont mémorisés les 2, 1re, donc on clique 2 fois, en même chose. Donc, je vais utiliser une autre ressource. Donc on a les 2, donc ressource, 3. On a besoin de 2, par exemple ici. Voilà. Maintenant, c'est bon. On a donc schématisé, voilà. On a schématisé le diagramme de Gantt. OK? Les points de contrôle, donc là, on peut les insérer. C'est des points, qui n'ont pas de durée. Je vais voir si je peux insérer, là, ça fait un bon moment que je n'ai pas utilisé le logiciel. Insérer, je ne sais pas si en haut ou en bas. Voilà, en haut. Donc là, par exemple, là, il y a un contrôle. Disons, par exemple, en haut, donc insérer. Voilà, jalon, par exemple. Donc là, 0, il n'a pas de durée. Le 16, donc là, il est précédé par,
euh, 1, par exemple, et qui ne nécessite pas des ressources. Vous voyez? Donc, c'est le losange qui est apparu parce que c'est un point de contrôle. OK, juste un exemple. Donc là, je vais retourner en arrière et je vais supprimer le jalon que j'ai ajouté. Voilà, maintenant je vais continuer. Maintenant, je vais affecter les ressources. Donc, je dois chercher affecter les ressources. Donc, vous allez chercher avec moi. Voilà, affecter les ressources. Donc, on doit donner un coût pour budgétiser par la suite. Donc là, je dois cliquer sur ça et affecter les ressources. Donc là, je n'ai que, vous voyez, dans cette tâche-là, je n'ai que la ressource 1. Donc il y a les autres qui sont programmés, mais ne sont pas utilisés dans cette tâche-là. Vous voyez? Donc là, je vais affecter. Donc un moment. Voilà, affecter les ressources, j'irai là pour mettre les coûts, par exemple. Donc, c'est les standards. Je donne, par exemple, l'heure, elle est de 10 euros. Je donne un exemple. OK. Donc, ils vont faire le calcul parce qu'il y a 2 employés qui ont travaillé pendant combien? 3 jours. Et l'heure, elle est comptabilisée à 10 euros. Donc, c'est chiffré. Donc, c'est 210 euros. Maintenant, j'irai là. Je vais là, donc, un moment. Ici, je vais donner le coût, donc affecter les ressources. Voilà, vous voyez, ici, je n'ai que la ressource 2 qui est cochée parce que ressource 3 et 1 n'est pas utilisée dans cette tâche. Donc là, je vais donner aussi un taux standard, disons 15 euros. Disons 15. Donc, un moment, affecter. Ah, il a utilisé la même, c'est bon. Donc, vu que c'est ressources humaines. Donc, si je veux changer les ressources, je vais changer l'appellation. Donc, c'est 280 euros parce que c'est des ressources humaines identiques. C'est RH, RH pour lui, c'est la même ressource. Si on veut faire la distinction, donc, on change le nom des ressources. Là, c'est bon. On a un coût qui est de combien? De là. Ah, j'ai compris, parce que là, RH là, il n'a pas voilà, donc standard, c'est 15 euros. L'autre, il a, saisi, le fait que c'est le même c'est la même ressource. Mais normalement, non, parce que j'aurais dû rapprocher le 2. Ce n'est pas grave. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a, fait, heu on a présenté les tâches, donc je vais revenir là, juste, voilà, on a affecté les tâches, on a plutôt fait le découpage en WBS, on les a insérés avec, la relation entre eux, début, fin, durée, type de ressources et le coût pour budgétiser. Par la suite, on ira donc là, c'est le diagramme de Gantt avec, les liaisons entre les différentes tâches. Maintenant, on ira vers, les rapports, par exemple, des ressources. Donc là, ou le budget, le coût, disons, aperçu sur les de coût des ressources, par exemple. Voilà, donc c'est un rapport qui nous donne une idée. Donc ça nous coûte, combien? Heu, donc là, R1 donc apparemment, j'ai pas affecté, je vais revenir vers, R1 pour voir parce que voilà, c'est 0, mais ce n'est pas grave, je vais revenir pour, paramétrer le coût. Mais voilà, la tâche d'une c'est 10 euros l'heure, pour l'autre, c'est 15, donc c'est là, en termes de coût, le coût global, il est de combien? Donc il n'est pas déterminé dans ce rapport. Je vais utilisation des ressources, les voilà. Il y a un autre rapport, je dois le, déterminer. Juste un moment, le rapport,
projet d'abord. Je vais revenir diagramme de Gantt. Voilà. Et la nature des ressources, utilisation des ressources, tableau des ressources, affichage, les rapports. Donc, il y a un rapport qui nous donne le budget. Rapport visuel. Non. En cours. Voilà, le voilà. Donc, c'est le coût total. Donc, on a BCD. A, je n'ai pas, donc j'ai oublié de la, j'ai oublié de la budgétiser. Donc, je dois revenir et budgétiser, donc diagramme de Gantt. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas budgétisé, c'est là. Donc, je n'ai pas donné des ressources, vous voyez. Donc, c'est pour ça. Il n'y a pas de coût. Donc, là, je vais mettre, par exemple, ressource 1. On a besoin d'une seule. Donc, c'est bon, c'est budgétisé. Donc, là, je vais revenir et vers rapport. Et je vais, donc, rapport de la valeur. C'est où exactement tout à l'heure, le rapport que j'ai généré tout à l'heure, le voilà. Rapport et coût vue d'ensemble, voilà. Vous voyez, donc maintenant ils sont tous budgétisés. Bizarre. Pourtant, j'ai paramétré ce coût-là. C'est vrai. Donc je dois. Donc, là, c'est nous qui oublions, mais le logiciel n'oublie rien. Donc, affecter les ressources, voilà. Disons 15, comme l'autre. OK. Donc, je n'ai pas fait le paramétrage. C'est tout à fait normal. OK. Donc, je gérer maintenant vers rapport, coût, vue d'ensemble. Voilà. Vous voyez, donc s'il y a une faute ou quelque chose qui ne va pas, donc certainement on a oublié quelque chose. Donc voilà, c'est les détails de coûts. Donc on a voici les coûts relatifs au projet. Donc 105 pour la première tâche euros, 850 pour le deuxième tâche, etc. Donc là, c'est le budget global relatif au projet. Donc si on utilise des logiciels, ça nous facilite la chose. Mais bien sûr, si on a un exercice simple et on veut juste élaborer le diagramme de Gantt, il y a des fichiers Excel. Et j'ai un fichier Excel qui est dynamique, donc qui vous permettra d'élaborer le diagramme de Gantt. Et c'est bien de l'utiliser pour planifier n'importe quoi, même dans votre vie privée. C'est bien toujours de planifier ce qu'on envisage de faire pour avoir une ligne directive. Donc là, pour récapituler, d'abord, il faut découper le projet. Donc, bien sûr, la base, c'est le WBS. Et par la suite, ici, on a une date de début et date de fin pour chacune. Et on a la relation entre les différentes tâches, les ressources, affecter les ressources, ainsi que le coût. Et bien sûr, un outil informatique nous permettra de générer automatiquement le diagramme de Gantt ainsi que le budget et n'importe quel rapport, donc même le tableau de bord. Donc là, on peut choisir des indicateurs qui nous permettent de faire le suivi du projet, donc lors de l'exécution, et on pourra faire le contrôle tout au long du projet pour l'évaluer. Donc c'est possible si, bien sûr, on utilise les outils informatiques. Alors, c'est bon? C'est clair? C'est bon? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat.
Donc, juste une information. Donc, là, j'ai donné juste un exemple de logiciel. Il y en a plein. Donc, entrez sur Internet et cherchez, il y en a plein de logiciels. Personnellement, j'utilise Microsoft Project avec mes étudiants parce que c'est simple à utiliser, tout simplement. Mais il y en a plein. L'essentiel, c'est que l'outil va nous aider à générer les livrables, comme Gantt, par exemple. Donc, ce n'est pas aussi important le choix de l'outil informatique. Le plus important, c'est de générer les outils de management de projet. Très bien, Arka, très bien. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense tout le monde, on peut toujours recevoir vos questions, si vous en avez, et vous pouvez les poser soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Oui, Youssef, la parole est à vous. Salam alaikum. Bonjour, Youssef. Ouais. Ça fait un moment, on ne s'est pas rencontrés, hein. C'est mon étudiant, en fait. Madame, Ok. Oui, Youssef. moi, c'est à propos de la logiciel Oui. mon projet. Je vais vous écrire son nom. C'est Microsoft Project. Voilà, le voici. Microsoft Project. Mais on a plein, juste c'est un outil parmi d'autres. Il n'y a pas que Microsoft. Mais pour moi, je le préfère parce qu'il est simple, tout simplement. Euh, Ah bon, ça c'est la... Bon, vous voyez que c'est la plus facile. Personnellement, je le vois facile et je l'utilise fréquemment avec mes étudiants et généralement, il n'est pas difficile à utiliser. C'est pour ça que je l'ai choisi. Pour que, après tout, l'objectif du choix de l'outil informatique, c'est de faciliter la génération des outils de management, des livrables de management de projet. Donc, si c'est compliqué et on a un cours à faire et beaucoup de choses à faire, donc ça va me compliquer les choses. C'est pour ça que je le choisis parce que il n'y a pas vraiment des difficultés. Une simple démonstration avec les étudiants et par la suite, ils vont découvrir parce qu'il y a plein de détails et beaucoup d'options dans le logiciel, mais c'est facile à utiliser et à découvrir les options offertes par ce logiciel. C'est pour ça que je l'ai choisi. OK. Madame, docteur, Oui, oui. puis-je vous poser une question vraiment terre à terre, facile, Ok, très bien. et Je vous écoute. avec l'assistance de notre chère modulatrice de ce panel ensemble. Moi, Ok. j'ai constaté une chose que vraiment, ça peut nous aider, nous les étudiants de Mid-Ocean University aux îles Comores, de pratiquer sur le terrain, de mettre en application toutes ces connaissances que vous venez de nous dire. C'est-à-dire, j'ai constaté que notre université ici, au Comores, n'est pas connue. Alors, moi, j'ai décidé, j'ai commencé une réunion de sensibilisation mes collègues qu'on a, qu'on se, qu'on mette en pratique la promotion de notre Mid-Ocean University à l'échelon national. Voilà ce que j'ai proposé. Et j'aurais souhaité que nous formions quand même comme une équipe, nous les étudiants et vous, nos chers profs, à faire cette tâche vraiment facile. Et voilà, la tâche, c'est quoi? Donc, prenons l'exemple du cours d'aujourd'hui.
Est-ce que vous me suivez? Allô? Oui, je vous suis. Juste, j'ai éteint le micro pour éviter les échos, c'est tout, mais je vous suis. OK. Moi, j'ai mon projet que je voulais le mettre en herbe et j'ai associé mes collègues de faculté de numérique, technologie et management. J'ai choisi une équipe avec nos profs pour lancer une campagne de sensibilisation. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'abord de vous, personnellement, et d'un prof de marketing pour mener cette campagne. Donc, nous voulons juste, madame, que nous Oui, formions. J'ai déjà lancé une liste et cette liste regroupe des étudiants de toutes les différentes facultés. Juste, on a besoin parmi les trois facultés, cinq étudiants. En tout, une équipe de 15 étudiants. Et nous avons besoin aussi d'une assistance permanente de trois profs pour nous suivre cette démarche, à faire la promotion de l'université. Et qu'on ne peut pas arriver là sans que nous puissions avoir votre collaboration. Est-ce que cela vous paraît, est-ce que vous aurez, est-ce que la, voilà, comment dirais-je, القانون يعني إدارية, est-ce que la cela, loi, la loi. et voilà, est-ce que cela vous, va vous autoriser, est-ce que vous aurez le feu vert? هذا مو ممنوع أو مش يعني مسموح مو مسموح. Voilà. Écoutez, Youssef, écoutez. Ce genre de projet, vous la proposez à l'administration et c'est l'administration qui donne son OK et son feu vert ou bien qui dit que non, il n'est pas possible. D'accord? On peut rien faire. Vous pouvez me contacter, me dire votre proposition en privé et nous la enverrons à l'administration. C'est clair? Ou encore, Et- vous pouvez la proposer dans les heures de permanence aujourd'hui. OK. Alors, في مجال donnez-moi En le. français, Youssouf. En français, Youssouf. Allez, vous pouvez me donner le lien, comme ça, où j'écris uniquement sur le panel, sur le groupe, où il y a Ah, un non, lien. non, 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 non. Écoutez. Le lien des heures de permanence est déjà distribué dans tous les groupes, hein. Donc, vous pouvez entrer aujourd'hui et dire votre proposition. D'accord? OK, شكرا. تمام. والله الفكرة. Ok. Merci beaucoup. OK, en fait, juste pour Je vous en rebondir prie. sur ce que Youssef a dit, donc là, en ce que vous dites, c'est un projet de médiatisation. Donc d'abord, il faut prendre l'OK de l'administration, OK? Et bien sûr, les outils qu'on a présentés, on les applique pour n'importe quel projet, OK? Mais là, c'est un projet, l'objectif, c'est la médiatisation. Donc, il y a un objectif, il y a une stratégie à adopter, il y a tout un travail, donc c'est un service en fait, en quelque sorte. Donc, tout un travail à faire. Donc, les outils que je viens de présenter, on peut les appliquer à n'importe quel projet. D'abord, il faut avoir l'autorisation et par la suite, ne vous en faites pas, vous avez tous les outils nécessaires et les connaissances nécessaires pour travailler sur ce projet. Super.
Docteur Nadia, vous me recevez? Oui, oui, je vous écoute très bien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il y a Arkan qui est en train d'écrire quelque chose, un message. Donc, je vois qu'il est en train d'écrire. Ok, jusqu'à l'arrivée d'Arkane, vous pouvez poser vos questions soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Nous sommes à votre disposition et bien sûr, Docteur Nadia est à votre disposition. Je voulais savoir, concernant les étudiants comoriens, est-il possible d'avoir un moyen pour du pratique concernant l'application de logiciels ou autres? Écoutez à tous nos étudiants, tout ce qui concerne l'université, les suggestions ou propositions, vous pouvez les poser dans les heures de permanence, d'accord? Ici, c'est un séminaire, donc veuillez s'il vous plaît poser les questions concernant le séminaire d'aujourd'hui et rien d'autre. Pas de souci, Donc, Arkan. donc, juste une information. Le logiciel, c'est un moyen pour faciliter l'élaboration des livrables. Donc, Inch'Allah, j'ai un fichier Excel pour élaborer le diagramme de Gantt. Inch'Allah, je le trouve. Une fois, j'aurai, donc je ne l'ai pas perdu, donc je vais l'envoyer à Madame Malak. Elle va vous l'envoyer pour élaborer vos diagrammes de Gantt. Donc, et c'est un fichier Excel dynamique. Donc, si on a accès à un logiciel, tant mieux, ok, parce que ça juste facilite la tâche. Mais ce n'est pas un outil de management de projet, le logiciel. Juste un outil pour générer comment dirais-je, les livrables. Tout simplement. Je le gère, je l'élabore par le logiciel X ou Y ou Z, peu importe. Même Excel, si on n'a pas beaucoup de détails, ça fait l'affaire. Très bien. Inch'Allah, Inch'Allah, j'aurai la trace du fichier Excel dynamique du diagramme de Gantt. Inch'Allah, je l'enverrai à Madame Melak. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que... Parfait, Arkan. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Juste, je dis merci pour votre présence. La formation, elle est intéressante. J'ai donné l'essentiel. Certainement, vous avez vu pas mal d'outils dans le management d'entreprise, management de projet. Et juste, c'est une synthèse de l'enchaînement de la stratégie, des décisions stratégiques aux décisions opérationnelles. Je vous remercie aussi pour votre intérêt et vos interventions. Je vous souhaite bon courage. Inch'Allah, on se voit dans un autre séminaire ou peut-être dans un autre cours. Et bon courage et bonne chance. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, 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 nous avons un certificat de participation. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons dans nos prochaines activités, séminaires, ateliers ou formations. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée, bon vendredi et au revoir. Au revoir.